bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est pas exactement le même endroit, donc ça va avec plaisir. Puis il y en a c'est lundi, donc le vendredi. Donc je vais rentrer chez moi quand même entre temps, malgré toutes les propositions de cure thermale ou de oui, en attendant, ça aurait pu être sympa. On va essayer de joindre les deux bouts. Il faut aussi qu'on bosse. Je commence par vous lister, en tout cas, mes conflits d'intérêts, qui sont essentiellement des financements de recherche. Et puis, j'ai participé un peu à des, on peut dire, à des relations tarifées dans le domaine de la sédation inhalée en réanimation avec sédation médicale ou appui sur le CEVO, notamment dans le SDRA. Le plan, je me suis vraiment posé la question de comment j'allais peut-être aborder ça, parce que les biomarqueurs dans le SDRA, c'est peut-être pas complètement dans votre questionnement quotidien quand on s'intéresse aux patients de réanimation. C'est vrai que ça ne l'est pas non plus de mon côté, dans la mesure où on n'aura pas grand-chose d'accessible dans le jour pour l'instant, donc il y a beaucoup de concepts, il y a eu beaucoup de travaux, il y a des pistes pour le futur, et après avoir fait une intro un peu sur le côté mécanistique de ce que peut apporter un biomarqueur, mais je dirais très vite, je vous partagerai éventuellement une expérience personnelle, enfin un domaine dans lequel on a travaillé dans quelques années à Clermont-Ferrand, qui est en particulier un marqueur épithélial, la forme soluble de RAGE. D'abord, c'est pour se vanter un peu, bien sûr, que je l'ai mis là, mais en blague à part, je ne vais pas vous faire un catalogue, bien sûr, de tous les biomarqueurs qui ont été étudiés dans le domaine de l'atteinte pulmonaire, mais c'était une illustration pour vous montrer ce qu'on avait essayé de montrer, avec toutes les limites possibles de petites études, monocentriques, etc., mais pour caractériser finalement ce que devrait être, dans l'idéal, un biomarqueur, à partir de quand on peut théoriquement parler de biomarqueurs, mais on ira un peu plus loin dans la troisième partie, sur finalement, ça peut être quoi l'application concrètement chez les patients avec SDRA. Dans le soin, c'est probablement encore un petit peu tôt, mais vous verrez qu'on n'en est peut-être pas si loin, mais en tout cas, sur les hypothèses de recherche clinique, là, il y a un pan entier de tout ce qui est l'enrichissement des études cliniques, sur lequel je m'attarderai un peu à la fin. Donc, le SDRA, concrètement, chez nos patients, c'est ça, hein, c'est un œdème pulmonaire bilatéral responsable d'une hypoxémie, et donc une défaillance pulmonaire ultime. Là, c'est une graphie particulièrement moche. Au départ, c'était ça, hein, le SDRA, c'était les 12 patients qui avaient été rapportés par ce quatuor, Ashbo, Bigot, Petit et Lévide, de patients qui avaient été identifiés comme étant hypoxémiques, avec des contingences du système respiratoire effondré, et qui semblaient répondre à l'application d'une pression positive, d'une PEP ou d'une CPAP. C'était la première, finalement, description de ce qu'allait devenir ensuite le SDRA. Mais en réalité, si on regarde une revue comme celle-ci, vous aurez la référence complète dans quelques diapos, mais c'est en 2019. En fait, le SDRA, c'est ça, et c'est énormément de mécanismes biologiques, fonctionnels, à tous les niveaux de cette interface alvéolo-capillaire, qui peuvent être impactés. Et finalement, tout ça, tous ces mécanismes, ils ont été décrits au fur et à mesure, parce qu'à un moment ou un autre, les biomarqueurs ont été le prétexte, ou en tout cas le moyen d'évaluer l'activation d'un certain axe, ou au contraire l'inhibition d'un autre. C'est aussi comme ça, finalement, à mon sens en tout cas, que les mécanismes eux-mêmes ont été largement décrits. On s'était amusé à faire un vilain dessin avec un de mes collègues, Raiko Blondonnet, mais à faire cette revue sur les marqueurs il y a quelques années en arrière. Ça montre que le macrophage ressemble plus à un mouton qu'autre chose. On avait essayé de lister, en tout cas ici, ce qu'on pouvait doser dans le plasma, mais aussi parfois dans le liquide alvéolaire, comme marqueur biologique de telle ou telle finalement fonction ou dysfonction, que ce soit au niveau épithélial, endothélial, la cascade inflammatoire en elle-même, l'apoptose, la prolifération de toutes ces voies de survie ou de mort cellulaire, etc., etc. Donc ça donne en tout cas une idée assez... Ça peut donner ou ça peut renseigner sur les mécanismes éventuellement en jeu. Et en fait, dans les dernières années, vous avez vraiment tous en tête cette référence d'une revue extrêmement bien faite sur le SDRA, qui date de 2000, celle-ci, hein, dans le New England. Et puis, si on regarde la même, c'est cette référence dont je vous parlais tout à l'heure, de Michael Maté et d'autres experts, on rentre dans un degré de précision, finalement, sur les différents mécanismes en jeu,
qui est maintenant très très évoluée par rapport à la vision qu'on en avait au départ. Pour preuve, il faudrait que je le repère, j'aurais dû le faire avant, mais on sait maintenant, par exemple, que des cellules vont transmettre leur mitochondrie à d'autres cellules, c'est notamment le cas des cellules épithéliales, pour favoriser leur prolifération, le repeuplement de la membrane et la prolifération, la différenciation qui va avec pour cicatriser finalement cette atteinte épithéliale. Et là, je vous avais montré toutes les voies d'agression, mais aussi toutes les voies de réparation alvéolaire qui ont vachement évolué, en tout cas dans la connaissance a vachement évolué, entre ici la vision très caricaturale dans cette revue de 2000 et puis quelque chose de beaucoup plus moléculaire, beaucoup plus détaillé en termes de, par exemple, de réabsorption du liquide d'œdème via des mécanismes de transport lipidien épithéliaux, ce qu'on appelle aussi la clairance alvéolaire, je le reciterai tout à l'heure, ou là encore des phénomènes de repopulation épithéliale, par exemple, via tout un tas de facteurs de croissance, et où l'effet direct ou indirect, par exemple, de cellules stromales mésenchymiques. Concrètement, il y a cet apport mécanistique, biologique qui s'est fait historiquement. C'est pas pour autant que tout ce qu'on a listé là répond à une définition consensuelle, on va dire, d'un biomarqueur. Mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer, moi je pense, à la fois l'apport mécanistique de ces marqueurs qu'on peut doser chez l'animal, chez l'homme, dans des cellules cultivées in vitro. Après, c'est qu'est-ce que ça va apporter dans la prise en charge de patients, ça c'est une autre question. Et finalement, moi j'aime beaucoup cette revue de Patrick Cray et d'autres co-auteurs qui résume qu'est-ce que devrait présenter comme caractéristique un biomarqueur idéal. Alors il y a des éditos, hein, vous voyez, on cherche la troponine du LDRA, donc je pense qu'on la cherche pour toutes les pathologies finalement qu'on a à prendre en compte, mais si on pouvait avoir un biomarqueur idéal, il serait à la fois diagnostique, il pourrait prédire le risque, il pourrait être corrélé à la sévérité de l'atteinte, on pourrait comme ça trier, entre guillemets, les patients, en tout cas selon leur degré de sévérité, pronostic bien sûr, et puis pourquoi pas, dans l'idéal, nous renseigner sur une réponse thérapeutique. C'est le cas, l'air de rien, hein, de la troponine, notamment en cas de revascularisation efficace. Et nous, on s'était intéressé, je vais passer un peu vite, hein, le but n'est pas de faire une monographie sur RAGE, mais on s'était intéressé finalement à ces différents aspects d'un biomarqueur en prenant pour exemple le récepteur des produits de glycation avancée, qui est en fait une molécule qui ressemble à une immunoglobuline qui est fichée à travers la membrane des cellules en général et qui est particulièrement exprimée dans le poumon, même à l'état physiologique. Il est très très exprimé dans le poumon au moment du développement embryonnaire et chez l'enfant. Ensuite, même à l'état physiologique, il reste exprimé fortement dans cet organe, contrairement aux autres organes, aux vaisseaux, etc. Il peut être retrouvé, mais essentiellement en cas d'afflux de signaux de danger. Et en fait, ce récepteur, qui est, vous voyez, qui comporte un composant transmembranaire, on peut aussi le doser dans un liquide alvéolaire, dans un plasma par exemple, sous sa forme soluble qui peut elle-même être soit clivée par une protéase, c'est la partie extracellulaire qui va être découpée, soit issue d'un métissage alternatif, sachant que c'est essentiellement le clivage par une protéase qui est la source principale de ce récepteur soluble qu'on peut donc doser. En pratique, cette voie, RAGE, elle va être activée par énormément de ligands qui partagent tous le fait d'être des alarmines, des signaux de danger, c'est ce qu'on appelle les danger associated molecular patterns, comme DAMS, donc qui peuvent être des molécules de danger type HMGB1, des protéines S 100, etc., etc. Ils ont tous en commun d'activer cette voie RAGE et globalement d'initier et d'entretenir, de perpétuer une inflammation qui elle-même a un rétrocontrôle positif sur l'expression du récepteur, et donc il y a une cascade inflammatoire, au moins inflammatoire en tout cas, qui est déterminée par l'activation de RAGE par un de ces ligands. En réalité, et c'est là où on s'est retrouvé à la fois un peu limité par nos moyens, mais en même temps passionné par cette voie, c'est que la vision NF-kappa B, elle est très caricaturale, hein, ça crée de l'inflammation, et voilà, en réalité, RAGE participe à énormément de mécanismes, du vieillissement normal à des phénomènes de prolifération cellulaire,
mais d'un autre côté, un déséquilibre de l'acquisition de cette voie peut largement faire dévier les cellules vers de l'apoptose et de la mort cellulaire. Donc, on s'était amusé, nous, au départ, sur une cohorte de patients de réanimation ventilés qui répondaient aux critères de SDRA, alors c'était ceux de 1994 à l'époque, et qui présentaient ou pas un tableau de sepsis. À l'époque, c'était sepsis sévère ou choc septique. Notre premier questionnement, c'était est-ce que finalement ce biomarqueur il peut être élevé dans le plasma des patients, et est-ce que c'est l'atteinte pulmonaire finalement qui va déterminer cette élévation, ou est-ce qu'un sepsis grave, un état inflammatoire systémique important va finalement être responsable de cette élévation. Et on était assez curieux de voir que c'est essentiellement les patients qui présentaient un SDRA qui soient associés ou non à un sepsis qui avait des niveaux plasmatiques les plus élevés. Et donc, amusé dans une autre cohorte, on est sur 50 patients au total, hein, c'est des petits échantillons, mais à regarder les différents ligands, un certain nombre en tout cas de ligands de REDGE, que ce soit les produits de glycation eux-mêmes, une protéine S100A12 qui était régulièrement décrite comme un activateur de REDGE en état inflammatoire chez les patients, et puis HMGB1, et les deux formes solubles de REDGE. On avait confirmé dans cette étude que un certain nombre d'entre elles, en tout cas la forme soluble du récepteur, HMG1 et S112, étaient élevées à la fois au niveau systémique, mais aussi au niveau de liquide alvéolaire. Et on avait regardé à la fois au niveau artériel et au niveau véno-central. On n'avait pas vu de grosses différences entre les deux. Pour se dire qu'on allait utiliser potentiellement ce marqueur dans des études futures, on a cherché aussi à rechercher une association de ce biomarqueur tel qu'on le dosait chez les patients lors de leur prise en charge, avec tout un tas d'autres caractéristiques ou marqueurs biologiques qu'on dose habituellement chez nos patients, des marqueurs d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, d'infection, etc. Et grâce à cette analyse en composante principale, qui bien sûr elle-même peut être critiquable, mais on avait finalement quelque chose d'assez homogène et pas d'influence des autres marqueurs dans cette cohorte sur les niveaux plasmatiques de SREDGE lui-même, ce qui était vrai également d'ailleurs pour ESREDGE, la forme issue de l'évissage alternatif. Donc, en termes de diagnostic, on se disait qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser, puis on a voulu regarder l'association avec la sévérité de l'atteinte. On a fait ça dans notre première cohorte avec le rapport PaO2 et FiO2 à gauche, et puis le Lung Injury Score, le score de Murray à droite, hein, donc c'est la compliance, le niveau de PEP, le nombre de cadrans radiographiques qui sont atteints, et le rapport PaO2 et FiO2. On avait des corrélations significatives, même si c'était une association, vous voyez, plutôt modérée, hein, avec des coefficients aux alentours de 0,5, de moins 0,5, parce que concerne le T sur F, mais en tout cas, une certaine forme d'association avec la sévérité de nos patients. Et puis on a voulu aller voir plus loin, on avait des petites cohortes, et puis on a sollicité d'autres auteurs qui eux-mêmes avaient rapporté des résultats sur le SREDGE plasmatique chez des patients avec SDRA, et on en a fait une méta-analyse de données individuelles, avec comme résultat principal le fait que le SREDGE plasmatique, on le dosait chez nos patients lors de la prise en charge initiale, ces patients avec SDRA, il était significativement associé lorsqu'il était élevé à une surmortalité de ces patients. Ça, c'était le résultat principal sur les 746 patients. Et puis en analyse multivariée, ça c'était aussi robuste. Vous le voyez ici, et c'était indépendamment associé à la mortalité, quel que soit le rapport PaO2 et FiO2 initial, quel que soit le volume courant initialement utilisé, et quelle que soit la driving pressure qui résultait de l'atteinte d'un côté et de la prise en charge de l'autre. On a voulu regarder le caractère prédictif de ce biomarqueur. Pour ça, on a inclus un peu plus de 450 patients qui avaient un critère clinique parmi les facteurs de risque habituellement reconnus de SDRA. Ça peut être une pneumonie, ça peut être une pancréatite, un traumatisme grave, etc. Et le jour de l'admission, on leur a fait un premier prélèvement qu'on a renouvelé 24 heures plus tard. Et on a pu montrer que les mucos de SREDGE le jour de l'admission et le lendemain, les deux, de façon indépendante, étaient eux-mêmes associés au risque de développer un SDRA dans cette cohorte de patients à risque au cours des 7 jours suivants.
ce délai de 7 jours, il est critiquable. On a considéré que le jour de l'admission était peut-être le point le plus tardif du début du contexte clinique qui allait faire le lit du SDRA. Mais en tout cas, il y avait une proportion augmentée de l'incidence du SDRA chez ceux qui avaient un SREDGE augmenté. Et ça aussi, c'était robuste à un ajustement multivarié avec toutes les variables que vous voyez ici à droite. Ça nous intéressait aussi, par pure curiosité, de regarder dans cette cohorte un certain nombre de polymorphismes nucléotidiques donc au niveau de l'ADN. Hein. On a regardé en fait en pratique 4 SNP qui avaient été décrits comme associés à un risque de développer un certain nombre de maladies inflammatoires chroniques. En pratique, il y avait le diabète, le lupus et d'autres maladies de système. Et on s'est posé la question, est-ce que ces SNP finalement pouvaient aussi dans cette population de patients à risque de SDRA être associés à un risque accru? On en a retrouvé un, effectivement, celui qui est en rouge ici, qui était largement associé au risque. Et ce risque était d'autant plus augmenté que les niveaux plasmatiques de SREDGE étaient également augmentés, en plus du polymorphisme génétique. Alors c'est bien, si on sait que ces niveaux élevés peut-être augmentent le risque, il y a des polymorphismes génétiques qui concernaient assez peu de patients quand même dans cette cohorte, mais on n'en voyait pas bien sûr une application directe. En tout cas, on n'a pas creusé beaucoup plus cette voie-là pour l'instant. Ce qui nous a intéressé par contre, c'est de voir est-ce que sous l'effet de telle ou telle intervention, telle ou telle prise en charge, ce SREDGE plasmatique allait varier. Et on s'est intéressé à une toute petite proportion de patients qui avaient été inclus dans l'étude IMPROVE du professeur Emmanuel Fuquier. Cette étude, c'était des patients à risque de complications pulmonaires post-opératoires qui bénéficiaient d'une anesthésie générale pour une chirurgie abdominale majeure. L'étude Princeps, elle est sur 400 patients et elle avait montré qu'une stratégie avec une limitation des volumes courants, l'application d'une PEP et de manœuvres de recrutement régulières était associée à une diminution des complications post-opératoires, en tout cas dans les 7 premiers jours. Sur une cohorte d'à peu près 90 patients, on a pu avoir accès au dosage du SREDGE avant l'intervention, après l'intervention et les jours suivant l'intervention à J1, J3 et J7. Et on remarquait, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même, qu'on avait une décroissance peut-être un peu plus importante, le temps de l'intervention en tout cas, dans notre SREDGE plasmatique chez les patients qui bénéficiaient de la ventilation dite protectrice par rapport à ceux qui avaient 12 millilitres de volume courant, pas de PEP et pas de manœuvre de recrutement. On a poussé un peu le vice de cette question-là en incluant des patients en SDRA, un SDRA dit diffus ou non focal, en tout cas avec une perte d'aération la plus diffuse. On avait sélectionné ces patients volontairement, puisque c'est des patients chez qui on faisait régulièrement des manœuvres de recrutement alvéolaire pour essayer d'améliorer la mécanique respiratoire essentiellement. Et chez ces patients, on a appliqué une œuvre de recrutement type Lachman avec une CPAP de 40 cm d'eau pendant 40 secondes. Et on s'est amusé à doser à 5 minutes après la manœuvre, 30 minutes après la manœuvre, puis 1 heure, 4 heures et 6 heures, le SREDGE plasmatique. Et on voyait chez ces patients-là, c'était une étude en crossover, on voyait chez les patients qui avaient reçu dans la séquence où on avait la manœuvre de recrutement, une décroissance assez rapide sur 30 minutes de ce biomarqueur, qui ensuite retrouvait des valeurs similaires avec d'autres séquences au bout de quelques heures. Alors, de façon intéressante, cette réponse biologique, on a trouvé un lien pour prédire la réponse en termes d'oxygénation à la manœuvre. Ça reste un critère secondaire et ce n'était pas un but en soi que d'améliorer l'oxygénation. Mais là, on avait trouvé aussi une réactivité finalement de ce biomarqueur qui nous intéressait bien. Et puis, on s'était amusé, c'est vraiment pour le signaler, mais à doser ce marqueur épithélial avec un certain nombre d'autres choses, le rapport PO2, mais aussi un certain nombre de cytokines au niveau plasmatique et alvéolaire lors d'un essai randomisé monocentrique de taille très modérée, puisqu'on était à 2 fois 25 patients, mais qui testait les effets de la sédation inhalée par sénoflurane par rapport à une sédation intraveineuse à l'époque par midazolam. On voulait, en fait, dans cette première étude clinique, reproduire, en tout cas tester les effets de sénoflurane sur des critères dits mineurs, en tout cas ceux qui avaient été montrés déjà dans la littérature préclinique. C'était un traitement fixe de 48 heures par sénoflurane ou par midazolam dans cette étude qui avait inclus des patients en SDRA modérés à sévères. Et là aussi,
on a pu donc montrer une diminution de ce marqueur de la lésion épithéliale sur les 2 jours de traitement, à la fois lorsqu'on le dosait au niveau plasmatique et lorsqu'on le dosait au niveau d'un mini LDA. On a poussé aussi la chose en se disant que, bien sûr, ça pourrait peut-être nous aider à terme à juger de la réponse thérapeutique, mais que c'était peut-être aussi en soi une cible thérapeutique, ce que je vous disais initialement, hein, sur le fait qu'on s'intéresse à un biomarqueur, mais finalement on s'intéresse plutôt au final à un mécanisme. Et on s'était lancé dans ce modèle murin de SDRA par instillation intratrachéale d'acide chlorhydrique, un modèle qui est réputé comme créant des lésions épithéliales de façon prédominante. C'est pour ça qu'on avait choisi celui-là. Et puis on avait adapté un modèle qui venait d'être décrit par une équipe de Londres, où avec une certaine dose, on est sur un pH à 1, 70 microlitres, hein, qui sont instillés sur une canule qu'on arrive à glisser entre les cordes vocales. On arrive comme ça, en fait, à, une fois passé une phase aiguë où la souris montre des signes de détresse respiratoire, mais des choses qui se tassent lorsqu'elles sont dans une enceinte avec un mélange gazeux, avec de l'oxygène, humidifié et réchauffé. On arrive à suivre en fait une cinétique chez ces souris-là. On s'est arrêté à 4 jours. L'équipe qui avait présenté ce modèle initialement, eux, sont même allés à 15 jours, puis 21 jours. Et donc, ont vraiment montré des aspects de cicatrisation, voire de fibrose chez un certain nombre d'animaux. Nous, on est resté à la version simple, comme ça, sur 4 jours. On a pu montrer, d'une part, que l'acide lui-même allait reproduire un certain nombre de critères expérimentaux de SDRA. Et on avait testé l'hypothèse que d'aller bloquer cette voie RAGE par un anticorps monoclonal ou par la forme soluble du récepteur lui-même, le fameux S-RAGE, on allait diminuer finalement l'atteinte. L'utilisation du S-RAGE recombinant, il avait déjà été proposé dans des modèles de sepsis, et l'idée derrière ça, c'est qu'on dispose finalement d'un leurre qui va aller fixer les ligands, mais empêcher finalement que ces ligands transduisent le signal par le récepteur membranaire. Et c'est d'ailleurs en soi probablement un mécanisme régulateur de cette activité de RAGE, de libérer cette forme soluble pour aller contrer éventuellement l'accumulation de ligands. Donc on a pu montrer que les 2 stratégies, anticorps ou S-RAGE recombinant, avaient à peu près le même effet, en tout cas atténuaient ici l'atteinte histologique d'un côté, l'index de perméabilité qui était un ratio en fait d'albumine qu'on dosait entre l'alvéole et le sang. Il améliorait aussi, enfin cette stratégie améliorait aussi la lipoxémie. En général, dans ces modèles-là, on a le maximum de l'atteinte à J1 et J2, et on voit d'ailleurs à la fois sur l'index de perméabilité ici, un petit peu l'histologie, mais sur tous les autres paramètres, à J4, les choses finalement reviennent déjà plus proches du groupe contrôle. On avait calculé cette fameuse clérance liquidienne alvéolaire, cette capacité de résorption de l'œdème par l'alvéole elle-même. Alors ça, c'est on pourra en discuter, c'est des choses qui peuvent se doser également chez les patients, mais l'idée, elle est en gros, de doser le contenu protéique total du secteur alvéolaire, en se disant que si on concentre finalement les protéines dans cet espace alvéolaire, c'est probablement parce que le reste a été réabsorbé, et finalement les mécanismes de transport lipidien transépithéliaux, c'est essentiellement de l'eau et du sodium qu'elle réabsorbe par les canaux ENaC, NACalpépéase et aquaporine. Et en regardant ce paramètre, on était là également assez content de voir que cette stratégie anti-RAGE améliorait ce paramètre. Je vais passer un peu vite, mais on a fait exactement la même chose dans un modèle porcin, là aussi d'instillation acide chlorhydrique. Alors certes, on avait un certain nombre de paramètres hémodynamiques en plus, on avait une thermodilution transpulmonaire, et puis on avait des renseignements du respirateur et des mesures du mécanisme respiratoire qui étaient un peu plus pertinentes sur le plan clinique que ce qu'on faisait chez la souris. Et on a utilisé à peu près la même stratégie d'inhibition de notre voie RAGE, avec le S-RAGE recombinant d'un côté, et puis un peptide qui a été synthétisé à partir d'un ligand, mais auquel a été conférée une action inhibitrice finalement du récepteur RAGE, c'est le RAGE antagoniste peptide. Ça aurait été beaucoup trop cher que de faire un anticorps monoclonal chez le cochon, déjà que le S-RAGE nous a tous mis dans le mal financièrement. On retrouve là aussi une diminution de l'inflammation systémique et alvéolaire, une diminution de l'atteinte histologique.
et une amélioration finalement de l'œdème pulmonaire tel qu'on l'avait mesuré en tout cas par le contenu protéique total dans le LDA et de l'eau pulmonaire extravasculaire qu'on avait sur le pico qu'on utilisait pour ces médicaments. De la même façon, on a retrouvé les résultats sur l'oxygénation qui était en faveur des traitements anti-RED et également une restauration, ou en tout cas une diminution moindre de la cléarance alvéolaire de ces fonctions finalement épithéliales. Juste pour le mentionner, nous on ne s'est pas encore lancé, je ne sais pas si on se lancera un jour, dans des essais cliniques qui visent cette voie RAGE. D'autres l'ont déjà fait, les neurologues en tout cas. Ce RAGE, je vous ai dit qu'il était largement exprimé dans les poumons, mais en réalité il est retrouvé, son hyperactivation de cette voie est retrouvée dans plein de pathologies, de l'amylose rénale, la maladie d'Alzheimer, aux complications artériosclérotiques du diabète par exemple. Et dans la maladie d'Alzheimer en particulier, le RAGE est un mécanisme pressenti comme celui permettant finalement d'intégrer le peptide bêta-amyloïde vers sa cible. Il y a eu des tests d'un composé développé par Pfizer qui revient à ce RAGE antagoniste peptide qu'on a utilisé chez le cochon. Ça a été testé dans des cohortes de patients avec maladie d'Alzheimer. Pas d'effet, malheureusement, retrouvé sur les scores cognitifs à 3 mois, à 6 mois et à 1 an, mais pas non plus d'effet indésirable de cette prise finalement assez chronique d'un inhibiteur d'une voie qui est impliqué dans pas mal de phénomènes et physiologiques et pathologiques. Donc peut-être, en tout cas, des éléments pour se dire que c'est des choses qui peuvent se tenter aussi, pourquoi pas, dans des soins critiques. Donc ça, c'était vraiment pour vous raconter un peu ma vie sur le SREG, parce que c'est ce qui nous avait occupé beaucoup dans les 10-15 dernières années. Mais finalement, on ne va pas, bien sûr, pouvoir se fier à un seul biomarqueur, et pourtant, moi, je crois beaucoup en SREG, et on a beaucoup bossé dessus, mais il ne faut pas être complètement naïf. On s'intéresse là à la lésion épithéliale, et encore, il y a un certain nombre d'autres cellules qui l'expriment, les macrophages, les monocytes, les cellules endothéliales également. Donc, il faut bien sûr essayer d'avoir une vue plus globale, moi c'est mon sentiment en tout cas, sur les mécanismes que vont nous montrer, que vont nous illustrer finalement ces biomarqueurs. En pratique, vous le savez, la définition de Berlin, c'est tout de suite ce qui définit le SDRA en lui-même, sur cette fameuse radio blanche qu'on a vue tout à l'heure. Et on sait d'expérience, j'espère que vous en êtes rendu compte aussi, on inclut finalement dans cette définition une multitude de profils de patients différents, une hétérogénéité très importante de patients. Et juste pour le mentionner, c'est quelque chose qui a été présenté cette année à l'ATS, je ne sais pas si vous avez suivi ça, notamment sur Twitter, parce que c'est un abstract qui avait été communiqué d'abord sur Twitter avant d'être présenté au Congrès. Il y a un certain nombre d'experts, une bonne trentaine, menés par Michael Maté, qui suggèrent là actuellement d'élargir la définition du SDRA avec cette définition dite globale, où on va ajouter peut-être d'autres critères à ceux déjà présents dans la définition de Berlin. Le but, clairement, là, il est de simplifier la reconnaissance, ou en tout cas la pose de l'étiquette SDRA, notamment dans des conditions à ressources limitées, donc on ne peut pas forcément nécessiter une gazométrie artérielle, mais pouvoir utiliser aussi le rapport SPO2 et FiO2, parce qu'il y a maintenant des bonnes concordances, en tout cas ça a été largement validé. Et puis de reconnaître quand même, ça a été largement illustré aussi par la période de Covid, mais qu'un patient pouvait très bien avoir cette radio-là, l'hypoxémie très sévère, et finalement pas avoir de sonde d'intubation, mais reconnaître que finalement cet état-là est également grave, et que ça va rentrer à un SDRA. Et donc ils proposent, ces experts, qui est bien sûr la reconnaissance des patients sous VNI, bon ça c'était déjà un peu le cas, mais notamment aussi sous osmothérapie à haut débit, avec un débit d'au moins 30 litres par minute. Alors ça, bon, pourquoi 30 il n'y a pas de notion, vous remarquez, de FiO2 non plus, ce n'est pas le cas non plus des critères de Berlin. Donc ça pose quand même largement question, ce d'autant qu'en fait, dans les ressources limitées où on n'a pas d'optiflow, d'osmothérapie à haut débit, finalement ce critère-là deviendrait pas complètement obligatoire. Ce que j'essaye surtout là d'appuyer, c'est que cette définition du SDRA, qui était déjà très large, très hétérogène avec Berlin,
Si toutefois cette définition a un succès auquel prétendent les experts, je ne suis pas complètement sûr, j'ai l'impression, en tout cas les revues ne se battent pas pour la publier, d'après ce que j'ai compris. On va être encore plus hétérogène dans cette définition, cette population en tout cas, que définissent ces critères. Juste pour le citer, parce que moi j'adore suivre Luciano Gattinoni sur Twitter, mais lui, sa réaction à cette proposition de définition, c'était sinon on n'a qu'à décider que c'est un SDRA quand le médecin a décidé que c'est un SDRA. Finalement, c'est probablement le plus simple et c'est probablement ce qu'on applique la plupart de nous du tous les jours. Ce qui est sûr, c'est qu'au final, on a un imbroglio de causes, de présentation, histopathologique ici, mais ça peut être biologique. On sait très bien que ce syndrome n'est qu'un syndrome et qu'il va ratisser très très large, ce qui est largement mis en avant par la plupart des chercheurs dans ce domaine comme une des causes des essais négatifs dans ce syndrome, mais finalement, comme dans beaucoup d'autres, puisqu'en réanimation, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais on est un peu les champions du syndrome, le C6, le SDRA, l'insuffisance rénale probablement aussi, le délirium, et on voit fleurir dans la littérature de plus en plus de notions de phénotype ou sous-phénotype au sein de ces syndromes-là pour expliquer ces fameuses différences de profil. Juste un petit mot de sémantique. C'est des choses qui sont issues, ça, de la recherche en oncologie, en pneumologie, cette reconnaissance des sous-groupes de patients qu'on peut parfois appeler sous-phénotypes ou sub-phénotypes ou alors phénotypes. Mais en gros, ce sont ces sous-groupes de patients définis par un ensemble de caractéristiques cliniques, biologiques, liées éventuellement à l'histoire naturelle de la maladie, et qui en général impliquent un élément de réponse thérapeutique distincte. En tout cas, vous allez voir que c'est comme ça que ça a été largement exploré dans le SDRA. On parle parfois aussi d'endotype, c'est des termes que vous pourrez voir dans certains articles. L'endotype, il suggère qu'il est vraiment un mécanisme biologique ou fonctionnel à la base des phénotypes. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut avoir quelque chose qu'on peut espérer cibler dans des traitements spécifiques. Si on en revient aux biomarqueurs, les biomarqueurs, ils ont pour moi le principal intérêt de pouvoir informer ces phénotypes. Et là, il y a deux façons de faire essentiellement. C'est ce qu'on va appeler l'enrichissement prédictif ou l'enrichissement pronostique des études cliniques dans un premier temps, mais on l'espère demain de nos traitements personnalisés. Et généralement, on parle de biomarqueurs prédictifs lorsqu'il va nous renseigner sur la réponse thérapeutique à une intervention, à un agent donné. On a des arguments pour se dire que, par exemple, si on a un extrait de GLB dans le plasma, peut-être qu'un traitement visant à améliorer la cléarance alvéolaire pourrait être plus efficace que si on a un extrait de bas. Là, je spécule complètement, ça n'a jamais été démontré, mais c'est dans cette idée-là. Et d'un autre côté, on peut avoir les biomarqueurs pronostiques qui, eux, vont surtout identifier les patients qui ont les plus mauvais pronostics et donc ceux chez qui on veut surtout améliorer ce pronostic. C'est le cas, par exemple, du lactate dans le sepsis. En général, quand le lactate est haut initialement, on va mourir plus que quand il est bas. Et puis, ça, j'y reviendrai à la toute fin, il y a quand même le côté surrogate, c'est-à-dire que le biomarqueur peut être aussi un critère intermédiaire pour nous conseiller sur la réponse ou non à une certaine intervention ou à un certain traitement. Et là, on imagine que d'améliorer ce critère-là est associé également à une amélioration du pronostic qu'on cherche in fine, la mortalité par exemple, le nombre de gens sans ventilateur par exemple. Et les deux types de biomarqueurs, prédictifs ou pronostiques, c'est vraiment ce sur quoi se basent les stratégies d'enrichissement des essais cliniques sur lesquels je vais revenir juste après. Le biomarqueur dit surrogate, lui, peut avoir l'intérêt de permettre des études de phase 2, des études préliminaires, avec des échantillons plus faibles que des gros essais cliniques, pour aller voir, je dis une bêtise, mais est-ce que la stratégie du professeur Futier de tout à l'heure améliore peut-être la driving pressure, mais dans un premier temps, sur un petit effectif, avant d'aller construire une étude peut-être plus grosse pour voir si ça diminue la mortalité. Et voilà la représentation de ces stratégies d'enrichissement. C'est avec une cohorte hétérogène au départ. On va d'abord peut-être séparer ceux qui ont un mauvais pronostic, ceux qui ont un meilleur pronostic. C'est l'enrichissement pronostic, et quitte à ensuite associer ces deux types d'enrichissement en imaginant des sous-groupes de patients qui sont définis par des biomarqueurs renseignant sur la réponse, on l'espère, à un certain traitement ciblé sur ces mécanismes.
Et en fait, de façon générale, hein, on pourrait imaginer utiliser ces biomarqueurs, alors au sens très large du terme, ça peut être un biomarqueur, un panel de biomarqueurs, ça peut être une protéine dans le plasma, mais c'est peut-être un polymorphisme génétique, enfin, on peut aller loin, bien sûr, dans cette réflexion. Si on a beaucoup de preuves, finalement, que notre biomarqueur va prédire la réponse à un traitement donné, on peut être sur le cas de figure de gauche, où quand le biomarqueur est positif, on va tester une intervention ciblée par rapport à un standard de soins, mais si on n'a pas vraiment ce degré de niveau de preuve finalement pour penser que le biomarqueur apporte un enrichissement prédictif, on peut aussi finalement le randomiser des deux côtés. Un des exemples dont on peut rêver en soins critiques en général, pas forcément que dans le SDRA, mais alors c'est pas les survies de ces patients. On espère mieux, bien sûr, pour nos patients, mais c'est ce type d'exemple dans le mélanome, par exemple, hein, une mutation d'une kinase BRAF qui elle-même est associée à un mauvais pronostic, et ben on peut aller la cibler avec un inhibiteur de cette BRAF kinase, ici le fémurafénib. On a à la fois de l'enrichissement pronostic, parce qu'il y a la mutation, et un enrichissement prédictif, parce qu'on va cibler cette mutation. Et typiquement, là, dans cet essai, on fait mieux avec cette démarche personnalisée qu'avec le traitement standard, même si le mieux, vous voyez, hein, dans ces cancers très avancés, c'est quand même très, très relatif. Alors, de façon un peu plus proche de ce qu'on connaît, nous, en soins critiques, je prends cet exemple-là, hein, du consortium Recovery pendant le Covid. Il y en a plein d'autres, mais c'est vrai par exemple aussi avec les corticoïdes, mais typiquement dans cet essai-là, le bénéfice du tocilizumab, il avait été prouvé essentiellement chez des patients qui étaient hypoxémiques et qui avaient un syndrome inflammatoire, en tout cas tel que défini avec une CRP d'au moins 75 mg par litre. Donc on est probablement sur l'enrichissement pronostic des patients les plus sévères, mais peut-être aussi, si on tire un peu plus loin, sur l'enrichissement prédictif, puisqu'on utilise finalement une stratégie anti-inflammatoire chez des patients qui ont une inflammation. Et cet exemple-là, on l'avait vu peu de temps avant le Covid, moi ça m'avait marqué, et c'est une des seules études hein, finalement qui utilisent ces enrichissements prédictifs, en tout cas avant le Covid. C'était les pneumonies aiguës communautaires. Dans cette étude, par exemple, l'adjonction de corticothérapie dans la prise en charge de cette pneumonie aiguë communautaire, elle était efficace, en tout cas elle était associée à moins d'échecs de traitement, uniquement chez les patients qui avaient une CRP supérieure à 50 mg. C'était même un critère d'entrée hein, dans l'étude, ce n'était pas une analyse en sous-groupe qui a été faite après, mais c'était un des critères d'entrée dans cette étude d'Anthony Torres. Dans le SDRA, voici un listing à peu près de ce qui a été décrit comme phénotype ou sous-groupe de patients, en tout cas sur la base d'un certain nombre de variables dont on pourrait peut-être se servir pour personnaliser le traitement. Alors, vous remarquez, on ne va pas tous les passer en revue, je vais juste insister sur deux d'entre eux. On a un certain nombre de paramètres. Alors, le premier, historiquement, c'est le PSURF. Les patients avec un PSURF plus bas, c'est ceux qui vont mourir plus. C'est de l'enrichissement pronostic, et finalement les principales études positives sur le SDRA, je pense au CURAR, en tout cas l'étude française, la CURAGIS, je pense au décus ventral, pour ce qui est de l'étude de Claude Guérin, l'étude française également, parce que c'est uniquement chez les patients qui avaient le PSURF le plus bas, hein, c'était aussi un critère d'inclusion. Après, il y a d'autres critères que je trouve un petit peu plus discutables, comme étant le reflet d'un phénotype, c'est plutôt des marqueurs chez un patient donné qui vont nous permettre de personnaliser, et ça c'est également très bien, mais on est moins dans le regroupement finalement des patients au même profil. Je vais prendre un exemple de mon ancien mentor, toujours mentor, mais qui nous a quittés, a permis de l'appeler à Paris, c'est Jean-Michel, qui s'était intéressé à cette opposition entre des SDRA dits focaux ou des SDRA dits non focaux. En fait, c'est une chose auquel il s'était intéressé quand il était passé à la Pitié, Jean-Jacques Croupi, pas mal d'années auparavant, et puis ils avaient fait tout un tas d'études physiologiques, et on avait notamment monté cette étude-là qui est purement observationnelle, mais où il était demandé de classer aux investigateurs qui s'étaient contre-validés, ça par un certain nombre d'entre nous, mais les patients avec SDRA en fonction qu'ils aient une perte d'aération diffuse ou au contraire focale. Le SDRA focal se définissant essentiellement par une perte d'aération des zones dépendantes du poumon, c'est-à-dire les régions postéro-basales. Et en fait,
ces formes-là, elles se présentent avec le même rapport PaO de FiO2, elles ont les mêmes causes, on va dire, il n'y a pas de distinction de ce point de vue-là. Par contre, il y a un pronostic qui est largement plus mauvais dans les formes les plus diffuses, ce qui fait plutôt sens. De façon intéressante, ces formes plus diffuses, elles sont également associées à une augmentation de l'expression, en tout cas des concentrations plasmatiques de ce fameux marqueur SREG épithélial, mais c'est vrai aussi qu'un certain nombre de marqueurs inflammatoires, c'est des choses qu'on n'a pas encore publiées. De fait, ces formes-là, focales ou non focales, selon comment on va les ventiler, on ne va pas avoir le même résultat. Et ça, c'est une étude que je trouvais assez jolie, une étude physiologique avec des encodages couleurs sur des images de scanner, où chez des patients à gauche, focaux ou non focaux à droite, on allait appliquer une élévation du niveau de PEP ou des manœuvres de recrutement. Et par exemple, chez les patients focaux, on arrive à réouvrir, à réaérer un certain nombre de régions postéro-basales qui n'étaient pas au départ lorsqu'on applique une manœuvre de recrutement et ou une PEP. En revanche, les zones qui étaient elles-mêmes normalement aérées au départ, on va les voir devenir violets ici. Et là, on est sur de la distension. En tout cas, on va avoir un effet très hétérogène de notre ventilation qu'on verra un peu moins dans les formes focales, même si on regarde quand même de près, on fait quand même de la distension. Et ça, on le sait, la perte d'aération, elle est très hétérogène chez les patients en SDA. Et en fait, sur cette base-là, Jean-Michel avait monté cette étude live où, dans un groupe de contrôle, on regardait, enfin, elle était enregistrée, mais finalement, on se fichait un peu de cette perte d'aération focale ou non focale, et on appliquait le standard de soins qu'on retrouve dans la plupart des études sur le FDRA, un VT à 6 kg, un réglage de la PEP en fonction du niveau de FiO2, comme la plupart des études nord-américaines, ce qui est bien sûr très discutable, mais on a fait ça comme contrôle. Et puis avec l'utilisation de manœuvres de recrutement alvéolaire et où, qui était facultative, en tout cas jugée comme un élément de sauvetage. Et puis par contre, le DV qui était encouragé, puisque les patients qui étaient inclus dans cette étude avaient été dans les 12 premières heures, ça c'était quand même un challenge, mais d'un SDRA modéré à sévère. Dans le groupe personnalisé, en fonction de la reconnaissance d'une forme focale ou non focale, les stratégies allaient différer un petit peu, avec un VT légèrement plus haut dans les formes focales, qui se définissent en général par une compliance préservée, un niveau de PEP qui dépassait jamais 9 cm d'eau, donc plutôt modéré on va dire, recours très précoce et régulier au DV si en tout cas il y a une réponse initiale, et à l'inverse, dans le groupe diffus ou non focal, une stratégie de recrutement alvéolaire maximal avec un niveau de PEP réglé pour viser une pression du plateau à 30 cm d'eau, des manœuvres de recrutement toutes les 4 heures et une restriction du volume courant à 6 000 kg. Quand on a vu les résultats de cette étude, on était extrêmement déçus, bien sûr. Surtout Jean-Michel, il croyait à mort, et moi aussi, je dois le dire. En intention de traiter, on avait exactement la même mortalité à J90, qui était le critère de jugement principal, à 27%. Par contre, ce qu'il était prévu de faire, c'était de reclasser a posteriori. On était 2 réanimateurs avec Jean-Michel, puis il y avait un radiologue également pour faire l'adjudication des cas en cas si on ne trouvait pas l'accord entre Jean-Michel et moi. On a reclassé finalement les morphologies telles qu'elles avaient été assignées au moment de la randomisation par les investigateurs qui avaient inclus les patients dans l'étude. En réalité, 20% d'entre eux, c'était assez équilibré entre les deux groupes, et 20%, nous, on les aurait classés dans l'autre groupe que ce qui avait été fait initialement. Donc ça pose bien sûr un gros problème, et si on exclut ces patients mal classés, chez qui en tout cas ce classement impactait la stratégie reçue, donc ceux du groupe interventionnel, on retrouvait, alors vous voyez, hein, c'est short, hein, on retrouvait quelque chose qui était plus en faveur en fait, de l'hypothèse initiale. Et puis ce qui est encore plus en faveur de l'hypothèse initiale, c'est ça, mais ça reste une analyse en sous-groupe et avec toute la précaution qu'on doit avoir, en tout cas on ne peut pas conclure là-dessus, mais finalement, quand on regarde en particulier les patients focaux chez qui la stratégie de haute PEP et de manœuvre de recrutement avait été appliquée, ces patients-là, c'est cette ligne verte ici, on les a globalement tués, hein, on ne peut pas dire autre chose, mais sur le plan éthique, ça nous a posé beaucoup de questions. En tout cas, on a fait des dégâts chez ces patients-là, on a peut-être amélioré des choses chez ceux qui étaient dans le bon groupe, mais ça reste bien sûr tout ça à prouver dans une étude. Le principal
enseignement de cette étude, c'est la difficulté finalement de reconnaître ces phénotypes, de pouvoir identifier ces sous-groupes de patients. Un autre domaine de phénotype qui a été largement étudié, notamment par l'équipe de Carly Calfee à San Francisco, mais il y a eu beaucoup d'équipes nord-américaines et au-delà qui s'y sont intéressées depuis, ça a été de définir les phénotypes dits hypo- ou hyper-inflammatoires. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces modèles de classe latente. C'est une analyse en classe latente, c'est ce qui avait été utilisé initialement, mais ça a été reproduit par les analyses en cluster, etc. En fait, l'idée, c'était de lister, ici vous voyez sur l'abscisse, un certain nombre de variables cliniques et ou biologiques qui étaient disponibles dans des essais randomisés contrôlés des réseaux nord-américains de la RDSNet. Et vous voyez que parmi ces facteurs, hein, il y a pas mal de choses. Il y a le rapport PaO2, par exemple ici, le sodium, le volume courant, la PEP, mais il y a aussi tout un tas de biomarqueurs. Vous voyez à gauche, par exemple, l'interleukine, vous avez PAI-1, TNFR1, par exemple, et sur la droite, des choses comme la protéine C, par exemple. Et en fait, cette échelle de l'axe des Y, là, c'est une normalisation de la valeur de toutes ces variables. Et l'analyse de classe latente, c'est le fait de demander à un modèle, finalement, combien de sous-populations définissent au mieux cette population qu'on lui fournit au modèle sur la base de toutes ces variables. Et à la fin, le modèle, il a dit dans ses cohortes, il y a 2 sous-populations, il y a le trait rouge et il y a le trait bleu, et finalement, vous voyez par exemple ici que la protéine C va être plus basse dans un groupe, plus élevée dans l'autre. Et en fait, la façon de lire ces analyses de classe latente, c'est que ce qui est au milieu discrimine assez mal finalement les 2 sous-populations. Vous voyez ici le BMI. Le rapport PaO2 discrimine un peu, mais c'est probablement pas la meilleure variable. Et tout ce qui est aux extrémités, c'est ce qui va présenter le plus de différence entre les 2 sous-populations. Donc on a cette population rouge qui est globalement définie par un profil très inflammatoire, des bicarbonates bas, une pression artérielle systolique basse, des protéines C basses, et finalement, c'était là, pardon, également des recours aux vasopresseurs beaucoup plus importants que dans la population dite hypo-inflammatoire, puisque c'est ce mot qui a été donné par les indicateurs initialement, hypo ou hyper-inflammatoire. De façon intéressante, les pronostics, ici en termes de mortalité ou de jours sans ventilation, étaient très différents en fonction du phénotype inflammatoire, avec un plus mauvais pronostic chez les patients hyper-inflammatoires. Ce qui est encore plus intéressant, ça reste des analyses rétrospectives, d'essais randomisés initialement, mais c'est par exemple ici, dans les essais qui avaient comparé un niveau élevé versus un niveau bas de PEP, c'était de se rendre compte que finalement, cette stratégie de haute ou de basse PEP, elle allait avoir un effet sur la mortalité de ces patients qui allait être opposé dans les 2 phénotypes. En pratique, dans le phénotype 1 ici, une augmentation de la PEP est associée à une surmortalité, c'est le phénotype hypo-inflammatoire. À l'inverse, on va diminuer cette mortalité H90 dans le phénotype hyper-inflammatoire. Donc un élément de réponse thérapeutique, en tout cas, qui était assez nouveau à l'époque, même si, encore une fois, il était issu d'analyses rétrospectives. Et puis, la même chose a été faite, les mêmes phénotypes ont été retrouvés sur une autre cohorte de la RDSNet, qui est l'étude FACT, où avait été testée une stratégie de remplissage vasculaire libérale ou conservatrice de l'autre. Et là encore, l'effet du traitement qui a été testé allait dans 2 sens opposés en fonction du phénotype. Donc vraiment une hétérogénéité de cet effet de traitement qui allait être mise en évidence par ces phénotypes. Et puis pour faire court, ça a été fait et refait sur plein de cohortes, d'essais randomisés contrôlés, d'études observationnelles. Au total, plus de 10 000 patients. Et si on résume, c'est beaucoup de patients SDRA, mais aussi des cohortes de patients avec sepsis, sans SDRA. Et les mêmes profils hypo- et hyper-inflammatoires ont été démontrés avec, vous voyez, des cytokines converteurs plus élevés, ou au contraire, une tendance à l'acidose métabolique et à l'hypotension plus importante. Et l'hétérogénéité des effets de traitement, elle avait été donc montrée déjà sur les niveaux de PEP et l'approche du remplissage vasculaire. Elle a été également montrée avec la simvastatine. Il y avait un essai clinique qui avait montré aucun effet sur une population de patients avec SDRA. En fait, si on regarde plus en détail, les patients avec ces profils hyper-inflammatoires pourraient bénéficier de cette statine, mais pas, par exemple, de la rosuvastatine. Il y a eu une autre étude, l'année secondaire d'un essai sur la rosuvastatine, et là, ça ne fonctionnait pas.
ou en tout cas la synthèse technique, pourquoi pas. Les corticoïdes, ça a été aussi testé, et ça de façon un peu provocatrice, mais moi je trouvais ça vraiment, vraiment joli, mais bien sûr, les corticoïdes restent indiqués chez les patients avec Covid-19 lorsqu'ils sont supplémentés en oxygène. Et quand on regarde de plus près, qu'on applique ces modèles de phénotype hypo-hyperinflammatoire, seulement les hyperinflammatoires profitent le plus de cette thérapeutique en termes d'amélioration du pronostic. Et là, de façon très récente, puisque c'était il y a une quinzaine de jours, a été présentée également une réanalyse de l'étude ProWest-Shock sur la protéine C activée dans le choc septique, et où les mêmes phénotypes ont été montrés, et où là encore, il y a un différentiel de réponse au traitement qui a été montré avec un effet positif de cette protéine C activée qui a été abandonné depuis cet essai et d'autres, mais chez ces patients hyperinflammatoires. Alors il y a eu plein d'évolutions. Bien sûr, là, toutes ces caractéristiques et toutes ces variables qui ont permis de montrer ces phénotypes, là, par les classes latentes, ils ont été réduits au maximum pour voir si par exemple ici, si on simplifie au maximum le modèle à 3 ou 4 variables. Vous voyez, c'est l'IL8, le bicarbonate, la protéine C, et ou le recours à un vasopresseur, on a une bonne performance diagnostique pour identifier les phénotypes hyperinflammatoires, donc des choses qui se resserrent un peu et qui pourraient peut-être être en faveur d'une faisabilité pratique de la chose. Et en réalité, il y a 2 études actuellement, une britannique et une entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui testent actuellement des dispositifs au lit du malade, des point of care, pour doser ces fameuses cytokines et finalement identifier les phénotypes de façon prospective. Et cette approche-là, en tout cas le kit Bedside qui a été développé en Grande-Bretagne, il a été mis en pratique, sans mauvais jeu de mots avec le premier auteur, du papier, mais sur une toute petite cohorte de patients Covid, ça c'était assez joli, ils avaient montré finalement que l'incidence du phénotype hyperinflammatoire, elle n'était pas plus élevée chez les patients Covid que chez les patients non Covid avec SDRA. Parce qu'au départ, on nous a tous beaucoup parlé de la tempête cytokinique, etc. Bon, en fait, on a tous compris depuis, mais c'était un SDRA comme les autres, c'est-à-dire très hétérogène et avec effectivement des profils très différents. Ce qui est intéressant, il y a 2 papiers qui vont dans ce sens, je vais en montrer qu'un, mais ce qui est intéressant, c'est que ces phénotypes, ils ont l'air stables dans le temps, en tout cas jusqu'à J2, J3. Globalement, les patients assignés à un phénotype vont rester dans ce phénotype au cours des premiers jours, ce qui pourrait être un intérêt pour l'inclusion des patients dans les essais. Si on n'a que 12 heures pour reconnaître un phénotype et assigner un traitement particulier dans une étude, ça serait un peu gênant. A priori, il y a une certaine stabilité, en tout cas, de ces phénotypes hyperinflammatoires. Ça a été montré ici, et puis dans une autre étude publiée en tout début d'année dans Critical Care. Là où c'est aussi intéressant, et ça plaide cette fois peut-être en faveur de cette définition globale du SDRA qui finalement fait un continuum entre l'avant-intubation et l'après-intubation. L'atteinte elle est là, l'hypoxémie elle est là, le DEM est là. En fait, ces phénotypes, ça c'est assez rigolo aussi, ils ont été également identifiés chez des patients sans SDRA, mais avec une insuffisance respiratoire hypoxémique, sans les critères eux-mêmes, mais on retrouve les mêmes profils biologiques et les mêmes impacts sur des pronostics différents en fonction de ce statut inflammatoire. Juste pour le mentionner aussi, parce que bien sûr, il y aura peut-être des kits bedside demain pour doser l'IL8 ou l'IL6, on en a au labo, enfin, ça c'est pas forcément complètement de la science-fiction, mais en fait, ces mêmes auteurs, ils ont travaillé sur un ensemble de données cliniques, essentiellement sur la base d'études observationnelles au départ, et finalement, alors ça paraît un peu trivial dit comme ça, mais en regardant les bicarbonates, le recours au vasopresseur, créatinine, fréquence cardiaque, etc., et ben en fait, on peut aussi classer les patients en phénotype hypo-hyperinflammatoire. Alors, est-ce que demain, on va régler notre niveau de PEP parce qu'on aura ces variables-là et on aura dit il y a plutôt une probabilité dans l'hyperinflammatoire? Probablement pas, ça demandera à être validé de façon prospective. Mais l'idée, elle est ça, c'est de simplifier finalement la reconnaissance de ces sous-groupes. Ici, avec des biomarqueurs qui sont assez classiques finalement. Mais un autre intérêt, je n'insisterai pas beaucoup dessus, mais un des autres intérêts de reconnaître ces sous-groupes et de continuer à travailler dessus, c'est de comprendre les mécanismes qui s'impliquent. Il y a tout un tas d'études, enfin, il y a quelques études, pardon, dont celle-ci est probablement la plus importante, qui ont montré que dans ces phénotypes, alors c'était réactif et non réactif, selon cet article d'une équipe hollandaise,
mais en gros, on retrouvait des profils d'expression génétique complètement différents entre les groupes et des mécanismes qui allaient être différents en fonction de ces deux sous-groupes. Ça a été fait également, juste pour le citer, mais pour dire qu'on rentre vraiment dans le domaine ensuite des études multi-omiques. On a parlé tout à l'heure de la transcriptomique, à l'échelle de l'ARN, ici une étude de métabolomique, où les auteurs ont regardé les métabolites finalement, contenus par l'organisme, que ce soit au niveau sérique ou au niveau d'un LBA, et en fonction de ces sous-groupes, on va avoir également la étude de la mécanistique finalement différente. Le vrai intérêt de ces approches, il est finalement, certes, d'identifier des sous-groupes différents, mais si en plus cette identification peut nous désigner un suspect, quelque chose sur lequel agir, un trait traitable, alors c'est peut-être pas une définition très française, mais le treatable traits des Anglais, c'est un mécanisme qui va différencier les patients et sur lequel on espère agir. Alors, on a cité tout à l'heure, par exemple, l'atteinte épithéliale avec escape, mais ça peut être vrai pour un ensemble de mécanismes finalement physiopathologiques impliqués dans le SDRA. Et le vrai challenge de ces approches-là, c'est de passer d'une réflexion en syndrome, détresse respiratoire, SDRA, sepsis, etc., à une reconnaissance de ces sous-groupes définis par des caractéristiques qu'on va cibler dans nos essais futurs. Alors, est-ce que ce qu'on a déjà, par exemple, pour les phénotypes hypo-inflammatoires, ça suffirait à se placer dans la situation de gauche qu'on a vu tout à l'heure? Probablement pas. En tout cas, c'est Caroline Calfi, celle qui a initié toute cette recherche-là, qui le dit elle-même, c'est des analyses rétrospectives. Il va falloir vraiment être prudent malgré tout. Mais l'idée à venir pour le futur, et le futur c'est déjà maintenant pour certaines études, c'est d'utiliser finalement des designs adaptatifs pour nos essais cliniques, où finalement on va réussir à avoir des panels, des signatures, quelques marqueurs dans l'idéal, qu'on va développer et valider aussi grâce à l'étude elle-même, mais qui nous permettront de cibler tel ou tel mécanisme par des traitements spécifiques et de pouvoir réajuster en cours de route ces assignations à tel ou tel traitement en cas d'absence de réponse qu'on aurait par exemple mesurée par l'évolution d'un biomarqueur ou de plusieurs biomarqueurs. C'est une machinerie compliquée. Moi, j'essaie de m'intéresser à ça, mais franchement, c'est assez compliqué. Mais il y a des beaux exemples, et ces beaux exemples, ils ont été mis en exergue pendant le Covid, par exemple. Vous connaissez probablement cette structure, finalement, REMAP-CAP, qui est un essai en plateforme, donc qui permet de toucher différents domaines. On sait l'anticoagulation, les thérapeutiques immunomodulatrices. Enfin, vraiment, ça s'est déployé pendant le Covid de façon remarquable. Mais ces essais adaptatifs, ils impliquent aussi que les hypothèses, ou en tout cas la plupart des hypothèses, soient faites en amont. Il faut déjà avoir un certain nombre d'éléments pour imaginer qu'un traitement va peut-être laisser un biomarqueur et que si ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on change de bras, etc. Et puis surtout des analyses intermédiaires extrêmement régulières. Pour REMAP-CAP, on est sur quelque chose qui se fait tous les mois. Il faut quand même avoir la structure et les moyens de pouvoir réajuster comme ça les objectifs et les assignations des groupes avec les informations qui s'accumulent au fur et à mesure de l'étude. Mais en tout cas, ça donne des résultats assez séduisants, même si pour l'instant, la place des biomarqueurs, à proprement parler, dans ce type d'études, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est d'identifier des phénotypes grâce à un ensemble de biomarqueurs au sens large du terme, qui peuvent aller de variables cliniques, biologiques, de paramètres d'imagerie, de paramètres de mécanique respiratoire, pourquoi pas, de génétique et d'autres omiques bien sûr. L'idéal étant de trouver des phénotypes qui eux-mêmes désigneraient des patients qui vont répondre différemment à un traitement, en tout cas de façon préférentielle à un traitement, pour qu'on n'ait pas seulement de l'enrichissement pronostique et d'informer un mauvais pronostic, mais en même temps d'avoir un élément de prédiction de la réponse à un traitement, idéalement de choses qui se feraient au lit du malade, et bien sûr pour intégrer toutes ces données multiparamétriques, probablement que des modèles de machine learning et d'intelligence artificielle seront aussi une aide importante. Je vous ai cité, juste pour quand même le mentionner ici, ça nécessitera aussi ça d'avoir des marqueurs, ou biomarqueurs peut-être, de réponse partielle ou de réponse en cours de route finalement à un traitement donné, des surrogates. Il y en a plein
qui ont été proposés en médecine en général, ce lien vers la FDA il est assez impressionnant. En fait, beaucoup de surrogates endpoints comme ça ont été validés par la FDA dans les essais cliniques. Il n'y en a quasiment aucun dans le domaine de l'anesthésie réa dans toute cette liste. Mais voilà, on en connaît d'autres, des exemples, l'HbA1c par exemple, la charge virale, le volume expiré forcé, etc. Ça, c'est vraiment des cibles aussi thérapeutiques pour les traitements du spasme, de l'asthme, du DPC par exemple, pour les FEV. En réa, la clairance des lactates, peut-être, ça peut être quelque chose qui va dans ce sens-là, la procalcitoline éventuellement, dans ce sens de l'homéopathie, pour réduire la durée d'antibiothérapie. Il n'y en a pas beaucoup des exemples. Et je voulais juste citer celui-là. Alors c'est toujours facile, a posteriori, de dire peut-être qu'on aurait dû doser un biomarqueur. En fait, on ne l'avait pas dosé en temps réel. Et dans cette fameuse étude live de Jean-Michel Constantin, que je montré tout à l'heure, cet effet délétère qu'avait une stratégie de recrutement alvéolaire maximale sur des patients avec une atteinte focale, avec vraiment une surmortalité importante dans ce sous-groupe, si peut-être on avait pu doser ce fameux marqueur SREG au cours des jours suivant la mise en route de la stratégie personnalisée, on se serait rendu compte peut-être qu'il était en train de monter de façon très significative chez ces patients-là qui avaient la mauvaise assimilation de groupe. Et en tout cas, ça aurait pu être quelque part un surrogate outcome. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on espère travailler à l'avenir, mais de façon prospective. C'est très compliqué, on n'a pas encore tous les moyens de le faire sur le plan technique et de readout et de mesure. Il y a quand même des choses qui émergent, et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ça ne vaut pas vraiment le coup d'aller vers ces stratégies-là, d'enrichissement pronostique et ou prédictif. Ça, c'est une réanalyse d'essais cliniques sur les niveaux de PEP dans le SDRA. Et en fait, ça c'était dans les études initiales, 4700 patients d'un côté, 4600 de l'autre. Si on avait restreint finalement l'intervention qui était testée là aux patients les plus sévères, donc c'est de l'enregistrement pronostic, on diminue déjà au moins par 2 de ce nombre. Et si on regarde les patients qui auraient une réponse ici à l'élévation de PEP en termes d'oxygénation, par exemple, c'est de la simulation, ces chiffres, et on tombe encore le nombre de patients à inclure. Donc quelque part, en sursélectionnant ces patients-là, on va peut-être finalement aussi gagner en puissance, mais encore faut-il avoir les moyens de les sélectionner. Donc en conclusion, pour moi, les biomarqueurs, ils informent déjà sur les mécanismes et les différentes fonctions. En tout cas, c'est ce qu'on voit ça dans les approches translationnelles, qui mêlent l'animal et les études cliniques. Ça peut aussi donner des idées de pistes thérapeutiques. Je vous ai listé, et j'ai essayé d'illustrer avec ce qu'on avait fait sur SREG, mais ce que pourraient être les caractéristiques d'un biomarqueur idéal. J'ajouterais quand même qu'il faut aussi que ce biomarqueur il soit facilement dosable, qu'il ne soit pas trop cher. Ça paraît bien de le dire, mais c'est important. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, on s'est amusé à faire une revue de littérature sur les... C'est pas une revue systématique, c'est une revue narrative, mais sur les différents biomarqueurs qui avaient été décrits chez les patients, et en mettant en avant le rapport diagnostique sur cet axe, l'enrichissement pronostic ici ou l'enrichissement prédictif. Et donc, le mieux, si on veut combiner les trois aspects, c'est de s'élever par exemple dans cette bulle-là. Mais en tout cas, on avait un peu résumé ces différents biomarqueurs. Ce n'est pas que les biomarqueurs, vous l'avez compris aussi, et c'est vraiment une approche complexe, multiparamétrique, et qui finalement on peut reposer aussi sur des variables cliniques, sur des comorbidités probablement, et qu'en tout cas tout ça, ça va nécessiter une intégration multimodale assez importante sur la cause du SDRA qui peut influencer les mécanismes, sur la prédominance ou pas d'une atteinte par rapport à l'autre, que ce soit l'épithélium, l'endothélium par exemple. C'est des choses qui sont essentiellement pour l'instant soutenues par des analyses rétrospectives, des analyses secondaires d'essais cliniques. La grosse difficulté, je vous l'ai dit, c'est à la fois d'être généralisable et faisable, ce qui est pour l'instant pas le cas de la plupart de ces approches. Pourtant, il y a quand même des démarches actuellement en cours pour valider de façon prospective ces phénotypes, ou en tout cas les phénotypes affirmatoires, avec des outils de dosage au lit du patient. Et puis c'est surtout, j'espère que vous allez rencontrer ça, mais une belle opportunité pour pouvoir aller un peu plus vers la médecine personnalisée et vers les approches ciblées, en tout cas sur des mécanismes qui sont altérés chez un patient donné. C'est con parce que la mise en page est un peu foirée, mais quand même, ma dernière diapo, c'est celle-là, et c'est Michael Maté qui disait ça dans ce papier dans l'ICM en 2020.
C'est pourtant les équipes qui ont le plus bossé sur les phénotypes, ces approches personnalisées, mais certes, on va individualiser les soins chez nos patients, mais il ne faut pas pour autant qu'on oublie ce qui a démontré son bénéfice chez tous nos patients. Il faut peut-être d'ailleurs commencer par ça avant d'aller plus loin dans la personnalisation. Dans le SDR en particulier, et ça ne fait jamais de mal de le dire, mais c'est d'abord le traitement de la cause et d'abord une motivation protectrice de base qui veut dire diminuer les volumes courants et mettre une PEP d'au moins 5 cm d'eau. Après, on peut et on doit aller plus loin dans les approches personnalisées, mais il ne faut pas oublier la base, l'approche plutôt restrictive, comme vasculaire, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie.